Oui, bonjour. Donc, Leneka, merci pour l'intervention juste avant. Il était très intéressant. On voit qu'on a des préoccupations très proches, hein, c'est un peu logique. On est dans le même pays, on a les mêmes retours, des mêmes structures. Donc, à Poticom aussi, s'est posé pas mal de questions. Donc, on travaillait aussi sur le tampon sec. Effectivement, un autre problème avec le petit tampon sec du Steri-Cup, c'est donc pour certaines personnes, il est petit. Beaucoup de personnes ont aussi besoin d'essayer plusieurs fois avant de trouver une veine. Donc du coup, il faut quand même plusieurs tampons secs, parfois, pour beaucoup d'usagers quand même. Donc ça peut être un problème. Moi, je voudrais juste revenir sur une chose, c'est les outils de couleur. Donc je comprends tout à fait qu'il y a des questionnements là-dessus. Je pense en même temps que la réduction de risque doit rester pragmatique et que juste dire non, ne peut pas en faire partie. Ça veut dire que je sais que quand on regarde les chiffres d'INSERM, par exemple, le nombre de seringues distribuées par usagers injecteurs en France, c'est 0,5 par jour. Donc ça ne suffit pas. Donc il y a de la réutilisation. Tout le monde ne va effectivement pas toujours se souvenir de la couleur parce qu'effectivement, il y a des moments où on a consommé trop, où il fait nuit, donc on ne voit pas grand-chose. Mais on sait aussi que les usagers, avant, ils essayaient déjà de marquer leur seringue. Et même si le nombre de couleurs, pareil, 5, ça ne suffit peut-être pas toujours, c'est toujours beaucoup plus visible et plus efficace que uniquement un petit marquage sur une seringue BD qui traîne quelque part et qui ressemble à tous les autres. Donc je pense que même si ce n'est pas utilisé comme, il faut, comme ça par tout le monde, ça a le mérite d'exister pour certains, même si c'est que pour 50% des gens. Et après, le message doit rester extrêmement clair, effectivement. Et là, c'est vraiment les intervenants qui peuvent travailler là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on peut réutiliser une seringue. C'est une injection et point, on s'arrête là. Mais voilà, la réalité, malheureusement, elle n'est pas toujours comme ça. Donc, moi, je voudrais effectivement commencer sur donc l'espace mort des seringues. Donc ça commence avec des études, notamment par des Américains qui ont fait une petite revue de types de seringues qui sont utilisées dans le monde. Donc là, vous voyez une image qui vient de Monsieur Zull, un Américain, qui a récolté des seringues qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc ils sont très différents, hein, au niveau de du volume, du type d'aiguille, des seringues serties, des seringues non serties. Et après, il y a des grosses aiguilles, des petites aiguilles, etc. Donc il y a des grandes différences. Et lui, il s'est posé la question, notamment en comparant les deux types de seringues, serties et non serties. Est-ce que, quand on les partage, le risque est équivalent ou pas? Donc, la première chose que lui, il a fait, c'était d'aller en laboratoire et voir combien de produits ou de sang ou d'eau est retenu dans la seringue après utilisation. Donc, quand on parle de l'espace mort d'une seringue, on parle de l'espace qui reste quand le piston est complètement enfoncé. Donc, dans une seringue à aiguille sertie, comme les insulines qu'on utilise, on est autour de 2 microlitres. Et dans des seringues non serties, on est autour de 84 microlitres si on inclut bien évidemment l'aiguille, parce que les gens, ils utilisent avec aiguille. Donc, dans ces seringues, il y a toujours du sang après utilisation, parce que, les gens, ils retirent le piston pour s'assurer qu'ils sont bien dans une veine. Et 2, très souvent, après la consommation, les gens ils remettent du sang dans la seringue et ils font ce qu'on appelle en France une tirette. Donc parfois, il n'y a même que du sang à la fin. Donc lui, il a pris quand même en compte le fait que les gens qui, après consommation, très souvent, ils rincent quand même leur seringue, parce que même s'ils prévoient pas vraiment de la réutiliser, si jamais ils n'en ont pas d'autres, et comme ça, l'aiguille ne bouchera pas la prochaine fois, parce que le sang, il va se coaguler, donc sinon, il bouche. Donc lui, il s'est posé la question combien de virus peut rester présent dans ces deux seringues, mais vraiment en comparant l'un avec l'autre. Donc il s'est occupé de ce qu'on appelle viral burden en anglais. Donc c'est pas les mêmes choses que charge virale, mais voilà, en français on n'a pas vraiment le même mot. Donc voilà, on va dire le nombre de copies virales qui existent dans quelqu'un qui est séropositif, par exemple, par millilitre de sang, avec les quantités de sang qui restent dans une seringue après utilisation et un rinçage. Et il a vu que dans des seringues non serties, comparé avec les seringues serties, il restait 1000 fois plus de virus. Donc il y a un risque beaucoup plus élevé d'attraper des maladies. Donc bien évidemment, ça c'était en théorie, hein, c'était des calculs en labo.
Donc après, il a fait deux études, donc, dont je vous en montre un parce qu'on a quand même un petit souci de temps. Il a récolté des seringues de différentes villes et il les a divisées en deux groupes. Donc un groupe ici à gauche, oui, pour vous aussi, c'est donc des seringues à aiguilles serties. Et à droite, vous voyez des seringues à aiguilles non serties. Et donc, dans ces villes-là, c'est soit la majorité est sertie, soit la majorité est non sertie, parce que parfois, il y a quand même l'utilisation des deux types de seringues. Et il a divisé les prévalences de VIH dans ces villes en deux groupes aussi. Donc, un avec une prévalence bas, de moins de 10%, et un avec une prévalence élevée de plus de 10%. Et on voit que dans des villes où les plupart des seringues qui sont utilisées et qui sont serties, on a une prévalence plus bas que dans les autres villes. Et dans une autre étude aussi, il a vu que le risque relatif en cas de partage de ces seringues à espace mort élevé était plus élevé pour attraper et le VIH et l'hépatite C. Donc d'autres études, d'autres chercheurs sont allés en laboratoire. Donc c'est assez nouveau parce que pendant longtemps, on a uniquement regardé combien de RNA ou ARN, pardon, ARN en français, reste sur les outils après utilisation. Donc c'est extrêmement intéressant, mais ça veut juste dire si le virus a été en contact. Ça ne veut pas dire qu'il est encore vivant et en capacité d'infecter. Donc sur un tampon alcool, par exemple, il y a une très grande chance que le virus est tué par l'alcool. Donc du coup, ça ne veut pas dire qu'il est encore en capacité d'infecter. Donc il n'y a que deux groupes maintenant qui travaillent vraiment sur l'infectivité des virus. Donc il y en a un aux États-Unis, à Yale, et eux, ils ont rempli des seringues donc, avec du sang contaminé. Ils les ont vidés. Donc eux, ils sont partis plutôt du postulat qu'il n'y a pas de rinçage. Et après, ils ont gardé ces seringues à différentes températures pendant différentes durées. Et ils ont regardé s'ils ont été en capacité d'infecter des cellules non infectées dans une boîte de Petri. Donc, dans le cas du VIH, quand on prend une des températures au hasard, donc c'est à 27 degrés, j'ai pris ça parce que du coup, c'est proche du corps, mais pas forcément, voilà, pas forcément dans un appartement, ce qui peut arriver beaucoup avec des usagers. Donc, dans les seringues serties, le VIH reste vivant et en capacité d'infecter les cellules pendant seulement une journée. Et dans des seringues non serties, on est à 7 jours. Il y a une deuxième différence, c'est que dans les seringues serties, il y a très peu de copies, pendant que dans les seringues à aiguilles non serties, il y a beaucoup de copies. Pour l'hépatite C, la situation est un peu différente. Déjà, à toutes les températures, c'était la même chose. Il restait beaucoup plus longtemps vivant et en capacité d'infecter dans des seringues non serties, mais même et dans des seringues serties, c'était qu'une journée, mais le nombre de copies était toujours élevé. Donc si on partage une seringue sertie la première journée, on a quand même un très grand risque d'attraper le VIH-C. Et en plus, ça, c'est que des résultats de laboratoire. Ça ne veut pas, on ne peut pas dire maintenant aux usagers, voilà, au bout de 7-8 jours, tu peux utiliser la seringue de ton pote. Hein. Voilà. Dans la réalité, il faut vraiment voir, ça change beaucoup aussi au niveau de la température à laquelle les seringues sont exposées. Donc, ces deux seringues ne sont pas équivalents. On pourrait donc se poser la question, pourquoi ne pas donner que... Oh, pardon. Pourquoi ne pas donner que des seringues serties si on sait que c'est les meilleures? Donc, je pense que tout le monde ici, vous êtes bien conscient que ce n'est pas possible. Parfois, on a besoin d'un volume plus élevé pour préparer un produit, pour le Skenan par exemple. Parfois, on a un état veineux ou un site d'injection qui nous oblige d'utiliser une aiguille plus longue pour pouvoir y accéder ou plus large. L'aiguille détachable a aussi quelques avantages pour les usagers. On peut l'enlever dès le moment qu'il est obstrué pour le changer. Et c'est aussi une question culturelle. Hein. Dans certains pays, il y a tout simplement que des seringues comme ça. Et les passer à une seringue avec la même aiguille pour tout le monde, ce sera compliqué. En France, au moins, on a la chance que les gens ils utilisent quand même majoritairement les seringues serties. Donc pour essayer de diminuer ces risques-là, il faut penser à changer les seringues et du coup ou les aiguilles, et du coup tu peux arriver à réduire cet espace mort. Donc soit en adaptant l'aiguille et en remplissant cet espace mort pour éviter qu'il y a du sang qui reste, ou en adaptant les seringues. Donc du coup, tu as une petite pointe en plus sur le piston qui remplit une partie de cet espace. Donc ces outils, ils sont déjà prêts et en cours de développement.
Et ils sont super quand on les compare avec les seringues non serties. Donc là, par exemple, au niveau de l'espace mort, de nouveau sur la seringue sertie, on a 2 microlitres. Pardon. Dans les seringues non serties, à 84. Et dans les outils donc LDS, donc à low dead space, on est à 20 à 48 microlitres. Donc, quand on regarde au niveau du nombre de copies virales VIH qui restent à l'intérieur de la seringue, donc là, on reprend les calculs de Zuhl. Dans une seringue sertie, on a une copie quand la personne est en phase terminale. Dans une seringue non sertie, à 1000. Et dans des outils LDS, on a 64 à 348 copies. Donc, c'est un très bon outil pour remplacer les seringues serties. Mais je ne pense pas que ce sera un outil très adapté pour remplacer les seringues serties. Parce qu'on augmente quand même beaucoup les risques comparés avec les seringues serties. Donc en conclusion, je pense qu'au niveau des conseils qu'on peut donner et les outils qu'on peut donner, il faut vraiment toujours privilégier les outils sertis. Puis si les gens ils ont vraiment besoin d'une seringue non sertie, un volume plus élevé ou autre, dans ce cas-là, les outils low dead space, et en dernier lieu, uniquement les seringues non serties standards. Donc, après, on passe à un autre sujet. C'est la filtration. Donc, premièrement, je pense qu'en France, on peut quand même être très content que la plupart des gens ils utilisent des filtres. Il y a des pays où les gens n'utilisent même pas de filtres. On a aussi la chance que les filtres, même si je suis absolument d'accord, le coton il est loin d'être parfait, ils sont disponibles en très grande quantité et stériles. Avec un filtre à cigarette, les gens ils sont obligés de le manipuler avec leurs mains. Je sais que certaines personnes le font aussi avec le coton du Steri-Cup. Ça dépend un peu des produits qu'on utilise. Avec le filtre à cigarette, on est absolument obligé et en plus beaucoup de gens l'enlèvent avec leur bouche. Donc ça c'est déjà une première chose, mais ils sont loin d'être parfaits. Donc, je pense que tout le monde sait que les cotons peuvent être en lien, le fait de garder et de réutiliser et de partager les filtres peut être en lien avec la contamination par l'hépatite C, entre autres, mais des bactéries bien évidemment aussi. Et du coup, voilà, je passe très très vite parce que je pense que tout le monde connaît bien le stérifiltre. Apothicom a essayé depuis 2000, je crois, de développer un filtre qui sera très adapté ou le plus adapté possible à l'usage des drogues. Donc important, il ne faut pas qu'il y ait un espace mort très élevé dans le filtre. Donc comme le coton, hein, quand ça retient du produit, les gens ils sont tentés de le réutiliser. Donc il faut qu'il soit non absorbant, il faut qu'il soit utilisé, préféré au coton, parce que s'il n'est pas utilisé, il peut être parfait, mais voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Pas trop cher, adapté à toutes les drogues, adapté à toutes les seringues, notamment les seringues serties, je pense, et aussi efficace au niveau de la filtration des particules. Donc, il y a eu plusieurs prototypes à l'époque, et on a maintenant celui-là. Et donc là, je passe, je pense, l'information sur l'élimination des particules. Ce qui est important, c'est quand même le stérifiltre, il retient très peu de produits actifs, donc ça peut être très intéressant pour les usagers. Et actuellement, nous, on voit qu'il est quand même très bien accepté dans les cas rudes. En France, les 15%, ce n'est pas du tout quelque chose que nous, on voit en tout cas. On voit que quand on compare le nombre de seringues distribuées vraiment en vrac dans des structures, parce que c'est là où on a accès au stérifiltre, nous, on est autour de 60% d'utilisation du stérifiltre. On a 1,5 million, donc c'est quand même assez élevé. Je suis étonnée que vous n'avez pas trouvé ça. C'est... Ouais. En fait, je pense qu'on ne trouve pas les mêmes choses et c'est normal parce que, en fait, nous, on est sur une enquête représentative des CARUD d'Exapa, donc dans 5 villes et 2 départements, et qui sont en fait avec une grande diversité, c'est-à-dire des CARUD qui distribuent ou non le stérifiltre. Vous avez certainement plus de contacts avec des structures qui sont en contact avec vous et qui, de fait, diffusent plus facilement les outils. Donc, je pense que la différence, elle vient essentiellement de là. C'était surtout au nombre de seringues distribuées en France en vrac, hein, je veux dire, et ceux qui sont donnés en kit dans des structures, mais pas dans les machines, ni en pharmacie, parce que là, il n'y a pas accès au stérifiltre. Et en 2007, on était autour de 1,9 million, et on était déjà à
700 000 stérifiltres. Et maintenant, on a plus que doublé le nombre de stérifiltres. Donc, du coup, nous, on avait l'impression que c'était 60% des gens qui prennent des seringues en vrac, qui utilisent les stérifiltres. Donc, l'écart est quand même très, très grand. Il faut voir hein, d'où il vient. Donc, les commentaires qu'on a encore avec le stérifiltre, et c'est les mêmes que Marie elle a évoqué, c'est que la filtration est très lente. Notamment quand on consomme dans des toilettes publiques, etc., ça peut être très gênant. Et il se bloque avec certains produits, donc notamment le Skenan. Pour le Subutex ou la buprenorphine, il est beaucoup utilisé, mais même là, les gens ils disent quand même que ça prend pas mal de temps de le préparer. Donc du coup, on s'est dit, voilà, comment améliorer notamment ces deux aspects-là du filtre. Et on a travaillé sur un nouveau stérifiltre avec les mêmes caractéristiques au niveau de la membrane. Donc, c'est toujours une membrane à 10 microns. Et on a augmenté le diamètre. Donc, il est plus grand, donc plus rapide. Il est encore plus ou moins 3 fois plus rapide pour la filtration des médicaments. Il y a moins de blocage. Et on a testé donc aussi dans 6 différents pays et les résultats sont très positifs. Il y avait 85% des gens qui disaient qu'ils allaient utiliser ce filtre. Par contre, c'est encore plus important pour celui-là que pour le stérifiltre actuel de l'incliner au moment qu'on l'utilise parce que l'effet ventouse peut être très important quand on le met à plat. Donc, quel progrès à venir? Donc, nous aussi, on s'est posé beaucoup la question sur le fait qu'il y a encore beaucoup d'abcès, il y a encore beaucoup d'endocardites. Le nombre d'endocardites parmi les usagers de drogue par voie injectable n'a pas forcément baissé en France pendant que la RDR est en place depuis toujours, ou depuis longtemps, pas depuis toujours. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que ça, on n'a pas encore réussi à diminuer? Donc, je pense entre autres l'utilisation du tampon sec, du tampon alcool. Il faut vraiment passer plus d'informations là-dessus. Il faut toujours bien avoir en tête que, même si là je vais parler d'un filtre stérilisant, effectivement, il ne faut jamais oublier que la plupart des infections bactériennes, des abcès, des endocardites, etc., ils sont en lien avec une autocontamination par les usagers. Donc ça veut dire qu'ils ne se sont pas assez bien lavé les mains, qu'ils préparent sur une surface effectivement pas propre, et qui ne se désinfectent pas le site d'injection. Donc en filtration, c'est très intéressant de travailler là-dessus. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Et je pense de toute façon, il n'y a aucun outil qui seul va résoudre tous les problèmes. Donc ça, c'est très important. Pour le moment, avec les moyens actuels, les études qu'on a vues, ils ne peuvent pas encore garantir la complète stérilisation par filtration quand on utilise des médicaments. Donc les filtres à seringue qui existent sur le marché, ils ont des membranes, donc ils peuvent éliminer les bactéries, comme le toupie par exemple. Ce qui nous gêne avec ces produits-là, et c'est pour ça qu'on travaille sur le développement de notre outil, c'est que leur espace mort est très élevé, ce qui pourrait augmenter la réutilisation, sauf dans le cas où effectivement on est sûr que la membrane ne laisserait absolument pas passer une deuxième fois. Dans ce cas-là, ce risque n'est pas là. Il y a l'obligation d'utiliser des seringues non serties, donc on augmente quand même le risque d'attraper le VIH et l'hépatite C, et peut-être ça vaut pas la chandelle. Et pour le moment, l'élimination totale des bactéries ne peut pas encore être garantie. Ça veut dire que quand on filtre de l'eau, ça passe, hein, ça marche très bien, il n'y a pas de bactéries dans le filtrat. Par contre, quand on voit les études en Écosse et en Australie qui ont fait notamment le comptage de particules et qui ont regardé la taille des particules présentes dans une solution, après filtration par les membranes stérilisantes, ils trouvaient encore quelques particules, beaucoup moins bien sûr, hein, de plus grandes que 10 microns. Les microbes font plus ou moins 0,6 microns, ceux qui infectent les usagers en tout cas. Donc ils peuvent aussi laisser passer ces bactéries, ce qui a été aussi démontré par une étude suisse. Et là, en septembre 2014, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir qui démontre que justement, malgré le fait qu'on filtre des médicaments, si on applique une double filtration, une pré-filtration, là, on peut éliminer les bactéries malgré le fait qu'on a plein de particules dans la solution. Donc l'hypothèse, au départ, c'est surtout que les particules, ils abîment la membrane et du coup, les pores deviennent plus grands et du coup, il y a quelques particules qui passent. Donc une pré-filtration peut éliminer déjà ces grandes particules qui abîmerait la membrane. Donc ça pourrait être une option extrêmement intéressante. Et on pense que là, il faut développer des outils qui peuvent conjuguer la réduction de l'espace mort et l'élimination totale des bactéries.
Merci. Pour moi, c'est bon. Après, il y a Elliot qui voudrait encore... Ah, d'accord. Alors, il va falloir avancer pour qu'on puisse avoir l'espace de débat avec la salle. Elliot, tu veux ajouter des choses? Alors parle dans le micro parce que c'est enregistré, donc c'est important. Non, je voulais parler des infections non virales, c'est-à-dire des infections bactériennes ou fongiques, en disant que pour avoir une infection, il faut 3 facteurs associés. Il faut une agression veineuse, il faut l'introduction de particules insolubles étrangères, et il faut une bactérie, essentiellement le staphylocoque. On ne parlera que de celui-là. Et c'est sur ces 3 facteurs qu'il faut agir pour prévenir les infections. Les infectiologues, ils nous apprennent que le rôle des particules étrangères insolubles dans la genèse des infections est primordial. 2 exemples, l'endocardite infectieuse. Chez le toxicomane, c'est une endocardite du cœur droit, de la tricuspide. Cette endocardite est tricuspidienne chez les usagers de drogue. C'est une infection très typique qui n'existe pas dans la plupart des autres endocardites. Et la pathogénie de cette endocardite infectieuse, c'est le bombardement de la valve tricuspide par des particules. Et la valve tricuspide, c'est celle qui est à l'entrée du cœur, qui est près de la veine et qui reçoit ces premières particules. Il faut donc ça et il faut une bactérie. Mais la bactériémie toute seule n'est pas suffisante pour expliquer l'infection. Il faut les 2 facteurs. Quand un dentiste vous fait une extraction dentaire, il y a une bactériémie systématique. Il y a donc un staphylocoque qui rentre, ou un coli, ou enfin un microbe de la bouche, et ça ne fait pas une infection, ça ne fait pas une endocardite, ça ne fait pas une septicémie. Chez l'usager de drogue, s'il y a des particules, ça multiplie considérablement le risque infectieux. Deuxième problème de santé, l'endocardite infectieuse chez le toxicomane, en France, chez l'usager de drogue, est loin d'être une péripétie. C'est 120 à 150 par an. Ce sont des pathologies qui sont mortelles dans 20% des cas, qui entraînent sinon un remplacement valvulaire, un traitement anticoagulant à vie. Enfin, c'est important. C'est pratiquement plus important en termes de santé publique que le problème des overdoses. Deuxième problème très grave, très important en termes de santé publique, ce sont les abcès. Je dis que c'est grave parce que quand on fait des enquêtes transversales, on a 15% à 25% des usagers, en France aussi, qui ont un abcès au moment de l'enquête ou qui l'ont eu le mois précédent. C'est donc une pathologie à laquelle vous êtes confronté régulièrement. Et lorsqu'on filtre, par exemple avec Terrifil, qu'on élimine 90 ou 95% des particules, on a beaucoup moins de syndrome de Popeye, de lymphangite, d'abcès. Ces données-là, elles remontent du terrain, elles sont réelles, elles ont été observées par les études qui peuvent être menées par l'OFDT, ou en tout cas, ça remonte du terrain. Donc, tout ça pour dire que la première façon d'éviter les infections, c'est de limiter le nombre de particules qui passent dans le sang. La deuxième façon, c'est de limiter les agressions veineuses, et c'est la raison pour laquelle on a développé avec nos partenaires britanniques une seringue avec une aiguille, avec un biseau affûté et avec une aiguille très mince que l'on a faite en couleur, mais qui permet de limiter l'agression veineuse et qui est progressivement adoptée par les usagers en France, puisque elle est actuellement diffusée à hauteur de pratiquement 2 millions de seringues et qu'elle augmente régulièrement par la demande des usagers. Ouais, d'accord. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que on peut aller encore plus loin en éliminant les bactéries
du produit lui-même. On pourrait imaginer d'aller encore plus loin, mais on a un premier problème, donc, c'est que pour obtenir cela, il faut une seringue à espace mort non réduit, qui augmente là le risque VIH et VHC. Et un deuxième problème, c'est que les membranes qui stoppent ces bactéries in vitro ne les bloquent pas in vivo. C'est-à-dire que là aussi, il y a un bombardement par les excipients, notamment les excipients insolubles qui sont présents dans les médicaments, qui font que les qualités antibactériennes sont extrêmement, ne peuvent plus être garanties. Par exemple, dans le Skénan, on a une dizaine d'excipients ou 11. Parmi ceux-là, il y a le talc. Le talc, c'est un produit insoluble, minéral, c'est du sable qui, en bombardant la membrane, laisse passer les particules, et donc une préfiltration est indispensable si on veut garantir une stérilité complète du produit injecté. Merci beaucoup. Je pense que là, on a vraiment tous les éléments pour pouvoir discuter avec vous.